Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Alors, toujours amoureux des vampires? Vous voulez voir encore plus de sang couler dans une frénésie nocturne? Eh bah, mauvaise pioche. Comment ça? Bah aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu dont le héros est un type de vampire qui ne boit pas de sang. Bah c'est pas un vampire du coup. Si? Il boit du sang alors. Non? Donc c'est pas un vampire. Je te préviens, si tu essaies de me faire ce sketch ultra prévisible, pas drôle le moins du monde et foncièrement agaçant, je te balance de l'univers du mythe de Cthulhu, c'est clair? Ouais, ok. Je préfère. Bref, il est temps de se pencher sur l'épisode le plus célèbre et apprécié de la licence de Legacy of Kain, j'ai nommé Soul River. Bien, vous vous souvenez du développement de Blood Omen? Ouais, un sacré bordel. Et on va pas se mentir, Amy Hennig avait plus ou moins sauvé le jeu du naufrage. Même si Crystal Dynamics n'était pas tout blanc dans ces événements, sans eux, jamais Legacy of Kain n'aurait eu cette aura de génie qui l'entoure encore aujourd'hui. Et il se trouve qu'après cette histoire, notre fameuse design manager s'était mise en tête de travailler sur un autre projet, nom de code Shifter, se déroulant dans un univers de dark fantasy biblique avec un faucheur d'âme, trahi par les siens et tentant de mettre à bas un faux dieu, et capable de passer du monde matériel au monde spirituel. Et quand Crystal Dynamics a proposé à l'équipe de développement de lancer une suite à Blood Omen, le déclic s'est produit. Shifter va appartenir à Legacy of Kain. Je suppose que Silicon Knights a dû sauter de doigt en l'apprenant. Oula, au contraire, ils considéraient que c'était une trahison absolue de l'univers qu'ils avaient imaginé. Ils ont même tenté de chercher des noises à l'éditeur. Et comment ça s'est fini? Bah en fait, c'est un peu difficile de critiquer quelqu'un qui possède tous les droits de propriété intellectuelle sur ta licence. Mais pour ce nouvel opus, pas question de se contenter d'un misérable petit jeu en 2 dimensions, là. On est en 1997 quand même. La suite bénéficiera d'un budget de 8 millions de dollars, tandis que l'équipe de développement sera dirigée par Amy Hennig de Crystal Dynamics, édité par Eidos Interactive, et surtout, devra être entièrement en 3D. Ce qui impliquera de tout redesigner, et pire encore, de réussir à surpasser les ambitions de la concurrence. Donc parce que je vous rappelle qu'en 97, un des principaux adversaires de l'action-aventure en 3D, c'était Tomb Raider 2. Et en 98, on a eu en plus Medieval, Thief, Spyro le Dragon, Tenchu, Duke Nukem Time to Kill et Tomb Raider 3. Et ouais, la 3D d'action-aventure commençait à avoir ses grands noms. Donc pour marquer les joueurs, il y avait intérêt à faire beaucoup mieux. A l'origine, le jeu aurait dû sortir en octobre 1998, puis en mars 99, ce qui ne sera finalement pas le cas, et le soft sera reporté à plusieurs reprises. D'ailleurs, Hennig se plaindra que la publicité du jeu a été lancée beaucoup trop tôt, lors de l'E3 de 98, ce qui, selon elle, a engendré une bien trop grosse hype, qui a fortement pesé sur la concentration des développeurs, et engrangé une pression bien mastoc. En même temps, quand tu sais que Crystal Dynamics a investi près de 5 millions de dollars rien que dans la pub, t'as un peu de mal à lui donner tort. En gros, ils ont un peu fait comme CD Projekt Red avec Cyberpunk. Oui, on peut le voir comme ça. Du coup, c'est bien de vouloir faire un jeu qui donne une nouvelle expérience. Mais les nouvelles technologies, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à maîtriser. Surtout à l'époque, d'où les nombreux retards occasionnés. Et pour pallier à ça, bah y a pas eu beaucoup de solutions, des coupes et du crunch pendant les dernières semaines, où les développeurs pouvaient bosser jusqu'à 18 heures par jour. À force, je vais finir par croire que le crunch, c'est un passage obligé pour les bons jeux. Finalement, le jeu sortira en août 1999 sur PlayStation, Dreamcast et PC. Et il sera encensé par la critique. Et en 2007, il a été estimé que le jeu aurait écoulé plus de 3 500 000 copies. Ce qu'on peut considérer comme un bon petit succès des familles. Vous vous souvenez quand je vous disais que le contexte de Legacy of Kain allait être extrêmement difficile à se représenter? Eh bien, Soul River sera le dernier épisode de la saga, avec lequel on reste dans une ligne temporelle classique. Ouais, à partir du prochain épisode, ça va être la merde. Bref, Soul River se déroule, à la louche, environ 2000 ans après les événements du premier épisode. Ah bah on a des héros immortels, autant en profiter. Et cette fois-ci, Kain devient l'antagoniste principal, tandis que la place du héros, ou anti-héros plutôt, est confiée à Raziel. Un personnage de jeu vidéo qui respecte le port du masque. Oui, je sais que ma blague est nulle, pas la peine d'insister.
Eh ben, ça se voit que quand un projet est mené par des gens compétents qui ont du budget, bah on obtient de sacrés résultats. Puisque non content d'avoir des graphismes exceptionnels, pour l'époque, je précise, le jeu était fluide et bardé d'effets spéciaux en tout genre, notamment les passages entre les sphères matérielles et spectrales qui, bordel, même encore aujourd'hui me donnent un orgasme à chaque fois que j'y assiste. Parce que oui, aujourd'hui, changer le décor, c'était l'enfance de l'art dans les jeux. Par contre, donner aux joueurs la possibilité de passer de l'un à l'autre à sa guise, ça, c'était pas du tout habituel. Parce que Soul Reaver est un des premiers jeux en 3D à nous offrir, tout comme son prédécesseur, un pseudo open world, moins grand évidemment. Sauf que contrairement à Blood Omen, heureusement, l'épopée de Raziel est presque entièrement dépourvue du moindre temps de chargement. Vous pouviez ouvrir un portail vers l'autre bout de la map et vous y rendre instantanément. Mais bon, sachez que une des raisons pour lesquelles j'enregistre mes sessions de jeu personnelles pour illustrer ces vidéos, c'est tout simplement pour purger l'aspect nostalgie. Là, mes dernières parties, elles sont récentes, donc je prends bien en compte les vraies qualités et défauts du jeu, au lieu de me focaliser sur mes souvenirs. Soyons francs, de toute ma ludothèque, Soul Reaver est probablement LE jeu que j'ai le plus saigné dans ma jeunesse. Donc j'avais plutôt intérêt à bosser l'objectivité. Parce que bordel, ouais, la technique a des défauts. Il y a quelques bugs, même si en soi il y en a assez peu qui nous sautent à la tronche. J'ai eu un freeze une fois, et quelques soucis de son ou d'affichage, mais rien de vraiment handicapant. Contrairement à Assassin's Creed quoi. Et pour finir sur l'aspect technique, qui c'est qui est la meilleure version entre la PS1 et le PC? Non, j'ai pas testé le jeu sur Dreamcast Vocal. Eh bah pour le coup, vous pouvez le dire, PC Master Race. La version PS1 est abusivement sombre, en plus de bénéficier d'une visibilité tout bonnement, merdique. Là où sur PC, tout est bien éclairé, bien net, avec une distance d'affichage, bon ok, c'est toujours assez faible même sur ordinateur, mais pour l'époque, bah c'est quand même plutôt bon. Si Blood Omen n'avait que très peu de comédiens, pas forcément impliqués dans leur rôle qui plus est, et ben Soul Reaver avait pas l'intention de faire la même connerie. Alors oui, il y a des doubleurs qui vont incarner plusieurs personnages différents, même si soyons francs, c'est seulement 2 voire 3 persos par doubleur maximum. Enfin, pour ceux que j'ai pu trouver, car malheureusement, pour le personnage de Rab, j'ai aucune idée de qui lui a prêté sa voix. Viennent ensuite les personnages du Gardien de la Tombe, de Douma et de Moebius, qui sont interprétés par Gérard Surug. Des insultes n'enlèvent rien à la douleur de ta traîtrise. Enfin libre. Merci, cher frère. Rédempteur et destructeur. Héros ou pantin. Tu trouves pas que ces temps-ci, le capitaine a un comportement étrange? La première, on organise un faux attentat pour tuer Thorvald Hotney. Pour Melkia et Zéphon, on a la voix de Marc Bretonnière. Nous avons tous peur. Nosgoth est devenu un monde de frayeur. La volonté, l'instinct, les réflexes. Quelle différence pour un insecte. J'ai eu vent des événements de Téméria. Il y a un mandat contre vous. Regrettable. Mais rien qui ne puisse contrarier nos affaires. C'était les bonnes notes. Mais pas le bon instrument. Il ne répond qu'à l'appel des deux. Mais si vous savez chanter pour lui... Il vous emmènera où vous voulez. Ariel est incarnée par Anne Rochant. Kane a refusé de faire ce sacrifice. Les colonnes, pourries jusque dans leurs racines, symbolisent son ambition aveugle. Je travaille à partir du lundi jusqu'au jeudi, Thanksgiving inclus, Noël exclu. C'est comme ça que je fonctionnais avec ceux d'avant. Justement, le but de l'université est de chercher un époux convenable. Mais Rose l'a déjà trouvé. Kane et l'Ancien, quant à eux, sont doublés par le célébrissime Benoît Allman. Mon épée est vaincue. Nous sommes un peu plus proches du jugement final. Dans la montagne, au-delà des colonnes, les cataclysmes de Nosgoth ont mis à jour un crime ancien. Les pouvoirs de Zéphon t'ouvriront des chemins inconnus. Ce pauvre mortel ne va poser aucun problème. Je vais le crapouiller d'un coup de poing. Oh, quelle importance. De toute façon, il n'y a plus rien à faire pour nous. Nous sommes juste là pour apporter du réconfort. Vous allez aller au nord, voir ma sœur. Elle vous sera d'une grande aide. Elle est bonne! Oh, écoutez, pour une fois qu'il y a une femme forte bien écrite dans un manga, vous n'allez pas tout ramener. Et elle est bonne! Mais puisque je vous dis qu'elle peut vous aider, elle a un plan Et elle est bonne! Edward Elric, ce n'est pas de... Est-ce qu'elle est... Oui, elle est bonne. Tandis que le premier rôle, celui de Raziel, est incarné par Bernard Lano. Quelle est cette folie? Quel est ce pitoyable état? La mort serait un soulagement comparé à une telle déchéance. Bon,
Marty, écoute ça, j'ai réussi à filtrer le signal et on peut le recevoir en clair. Mais si mes calculs sont exacts, il se terminera dans quelque chose comme 7 heures parce que le signal s'atténue à chaque nouvelle émission. Il peut donc éventuellement disparaître. Mais combien de fois je te l'ai dit et redit de ne pas faire feu dans des lieux ouverts? Eh, vous avez dit de fourguer la cape. En mode furtif, sous les radars. C'est la clé de notre survie. Ouais, clairement, c'est pas des petits doubleurs de merde qui ont été choisis, hein. Alors ok, c'était les années 90, ils étaient moins connus à l'époque, mais enfin quand même. Et niveau qualité, bah ça se ressent. Non seulement les textes sont super bien écrits, mais aussi parfaitement interprétés. Bon ok, le fait qu'il n'y ait pas besoin de se préoccuper de la synchronisation des lèvres, ok, ça simplifie un peu le boulot. Néanmoins, la prochaine fois que vous recherchez une excellente VF dans le domaine du jeu vidéo, eh bah piochez celle de Soul Reaver et vous serez comblé. Le sanctuaire des clans, il est en ruine. Au-delà de ces murs se trouvent les colonnes de Nosgoth, le siège de l'empire de Kane. Comme il est pitoyable aujourd'hui, englouti par les poussières de sa magnificence passée. Ta vie n'est qu'une étincelle comparée à la quantité de regrets et de doutes que j'ai pu accumuler depuis que Mortanius, pour la première fois, me détourna de la lumière. Mon repos. Ne faut-il pas être fait de chair et d'eau pour aspirer au repos? Non, cher enfant. Mon existence n'est que souvenir et réminiscence. Conscience désespérée du monde, de son histoire et de ses insanités. Bon, je dois l'admettre, il y a quand même certains points de dialogue où on peut se dire que la traduction a pas forcément réussi à suivre. Conscience? C'est toi qui me parles de conscience? Raziel a pas parlé de conscience. À aucun moment depuis le début du dialogue. Ou d'autres moments où les paroles ne sont pas très bien synchronisées avec les gestes. Kane m'a tué une fois, admire le résultat. Je n'ai rien à craindre de toi. Et on peut aussi reprocher que les bruitages sonores et la musique soient parfois trop élevés et masquent certains monologues. Mais heureusement, il y a toujours possibilité de régler les différents volumes dans les options. Alors, je pense que vous avez globalement compris à quoi nous avons affaire avec cet opus. Le personnage de Raziel est un vampire qui peut se déplacer pratiquement où bon lui semble sur une map particulièrement grande. Évidemment, il peut pas aller partout dès le début et devra acquérir un certain nombre de pouvoirs pour accéder à certains environnements. Mais Raziel n'est pas un vampire comme les autres. En plus d'être affublé d'une paire d'ailes en lambeaux lui permettant de planer sur de courtes distances, notre protagoniste bleuté possède une force phénoménale, lui permettant d'affronter à main nue n'importe quel adversaire ou de déplacer des cubes faisant 10 fois son poids. Cependant, si ses talents sont suffisants pour exterminer des humains, il en faudra davantage face aux vampires, qui ne peuvent mourir que s'ils sont confrontés à leurs faiblesses. Les rayons du soleil pour les plus jeunes, le feu, l'eau, ainsi que le pal. De fait, Raziel peut soit soulever ses ennemis pour les propulser dans un milieu mortel, soit s'armer d'une lance ou d'une torche pour faire le job. D'ailleurs, un point est à noter, si vous parvenez à tuer un vampire, il faudra alors dévorer son âme pour que son corps se consume. Sinon, il ressuscitera sitôt que vous aurez récupéré votre âme ou que vous débarrasserez l'environnement de l'élément responsable de son décès. Et si jamais il s'agit d'un vampire mort depuis trop longtemps, son âme aura muté sous la forme d'un vampire spectral, et sa résurrection, agrémentée de petites étoiles mignonnes, le rendra d'autant plus redoutable à affronter qu'un ennemi classique, car désormais capable d'aspirer votre énergie vitale après un coup. Sinon, pour revenir sur le combat, si on a une capacité d'esquive qui est pire mais sans plus, il faut admettre que niveau intelligence artificielle, le jeu se débrouille mieux que le premier Assassin's Creed, avec 10 ans d'avance. On peut facilement se faire déborder par les ennemis, qui peuvent même interrompre une action comme achever un vampire ou dévorer une âme. Et d'ailleurs, chaque catégorie d'ennemis va réagir différemment pour vous agresser. Les sluags s'enfuient une fois esselés, les Ephonims sont extrêmement rapides et vous tournent autour pour esquiver vos attaques, les Melkaïm s'enterrent dans le sol pour vous attaquer par surprise, et les Turilim sont des brutes épaisses à l'ouïe si développées qu'il est impossible de les prendre par surprise. Ah ouais, faut peut-être que j'en parle de ça. Car oui, vous avez un système d'infiltration. Vous pouvez vous accroupir et arriver discrètement derrière un ennemi pour l'achever, ce qui est très mal fait. Hein, la meilleure méthode pour buter un vampire sans se battre, c'est de lui balancer une arme à la tronche avant qu'il vous repère. Et un dernier élément particulièrement appréciable avec le combat, ce sont les boss. Puisqu'ils sont pratiquement tous insensibles aux attaques conventionnelles. Bah ouais, c'est des vampires vieux de plusieurs milliers d'années, donc pas tuable aussi facilement que le reste des mobs. Ce qui vous poussera donc à user de votre réflexion pour trouver le meilleur moyen d'abattre chacun de ces colosses. Une chose qu'on ferait bien de remettre au goût du jour d'ailleurs. Ouais, mais du coup, ce serait un peu à double tranchant. Hein? Comment ça? Une fois que tu connais la méthode pour vaincre un boss, est-ce que celui-ci va vraiment te poser problème au-delà de trouver la solution pour la toute première fois?
Eh bah tu vois, quand tu veux tu peux faire de bonnes remarques. Mais oui, et effectivement, je pense que trouver un entre-deux, ce serait pas une mauvaise chose. Cependant, comme je le disais plus tôt, contrairement à Kain, Raziel ne boit pas le sang de ses victimes. En revanche, sitôt que celle-ci trépasse, il peut absorber leurs âmes pour régénérer ses forces. Cependant attention, car une âme finit par disparaître si le protagoniste la laisse voguer à sa guise. Sans parler du fait que dans le monde physique, l'énergie de Raziel fond à mesure que le temps passe. Et s'il se fait tuer, il se passe quoi? Eh ben, c'est un cas très particulier, puisque Raziel ne peut tout simplement pas mourir. Étant déjà un revenant, si jamais ses ennemis prennent le dessus ou s'il ne se nourrit pas à temps, il se retrouvera dans la sphère spectrale. La quoi? J'y viens. Raziel possède le talent de voguer entre deux versions de Nosgoth. Si pour arriver dans la sphère matérielle il aura besoin de portails spécifiques, il peut en revanche regagner le monde du dessous à sa guise. La sphère matérielle, donc le monde normal dirait-on, et la sphère spectrale, qui est un lieu immatériel rempli des âmes des défunts, où l'eau n'a pas plus de consistance que l'air, et où le temps est figé. Et oui, ce sont des informations importantes, car ce sont des aptitudes dont Raziel aura besoin pour résoudre les énigmes sur son trajet. Car oui, messieurs dames, va falloir faire chauffer la matière grise, croyez-moi. Notamment face aux puzzles dans la cathédrale de Zéphon. Ouais, ça par contre c'est un petit défaut, les puzzles sont un peu nombreux. Au-delà de ça, Raziel va acquérir un certain nombre de pouvoirs au fil de l'aventure, celui de passer à travers les grilles dans la sphère spectrale, d'escalader certains murs, de devenir insensible à l'eau et donc de pouvoir nager, d'envoyer des ondes télékinésiques, ou d'user d'un lien d'énergie spectrale pour faire tourner des objets ou aspirer l'énergie vitale de ses ennemis. Et on va pas se mentir, hein, ce dernier pouvoir, il est complètement claqué au sol. Vous ne vous en servirez jamais, tellement l'utiliser contre les ennemis relève de l'exploit. En plus de la quête principale, vous avez la possibilité de récupérer des collectibles, ou de débloquer des glyphes. Bon ok, en fait de collectibles, il y en aura qu'un seul, que j'appelle le camembert de vie. Eh, même dans la notice, ils ont pas daigné lui donner un nom. Chaque fois que vous en aurez récupéré 5 morceaux, votre espérance de vie augmentera. Quant aux glyphes, ce sont des pouvoirs magiques, permettant d'user de talents offensifs liés aux éléments pour se débarrasser de ses adversaires. Chaque don coûtant une quantité de mana variable que Raziel ne peut recharger qu'à certains endroits précis du jeu. Et enfin, l'élément central de l'histoire, celui qui donne son titre au jeu, c'est la Soul River, dont Raziel obtiendra une version spectrale qui se liera à son être au cours du jeu. Une arme qui n'apparaît dans la sphère matérielle que lorsque vous êtes full vie, empêchant votre énergie de diminuer toute seule. Et si jamais vous prenez un coup, l'arme disparaît. Le problème, c'est que la River ne possède pas le centième de la puissance qu'elle possédait dans Blood Omen. Elle fait pas plus de dégâts qu'une arme classique, ce qui rend sa perte très régulière, notamment dans la cathédrale de Zéphon, mais en contrepartie, sa perte elle est pas si grave que ça, vous pouvez littéralement la remplacer par n'importe quoi. Mais vous pourrez trouver en bonus une forge élémentale, permettant de recouvrir la River de flamme à chaque fois que vous la passerez dans un feu. Et ça la rend pas plus puissante en vrai, c'est juste que maintenant elle peut cramer à distance. Voilà. Eh oui, on commence à s'en rendre compte, le gameplay est pas sans défaut. À dire vrai, une grosse partie de ces problèmes se retrouve dans les séquences de plateforme. Ah, ça sent qu'on était dans les débuts de la 3D avec la caméra un peu fofolle, hein. Mais pas que. Raziel est un personnage qui réagit au quart de tour, et parfois même un peu trop. Vous êtes incapable de marcher, votre perso ne fait que courir. Ajoutez à ça la caméra, qui a tendance à se placer assez mal, pas tout le temps, hein, rassurez-vous, la majeure partie du jeu elle va pas vous gêner, mais c'est notamment dans les séquences où justement vous avez tout intérêt à avoir une vision parfaite que ça va chier dans la soupe. Couplé à la trop grande rapidité de Raziel qui tombe très facilement, autant vous dire que vous avez un cocktail de rage parfait. Mais à mon sens, le véritable problème de Soul River, c'est qu'il est mal équilibré. Car contrairement à la majorité des Zelda-like, il faudra attendre d'avoir buté au moins les 3/4 des boss avant de pouvoir récupérer le moindre glyphe. Et à dire vrai, ce n'est qu'une fois la nage obtenue que vous pourrez vraiment explorer Nosgoth. Pareil pour la forge élémentale, qui n'est qu'un bonus assez inutile et dispensable en fait. Et vous savez pourquoi? Eh ben à cause des coupes. Yegor, si tu me ressors cet effet, je te les fais bouffer tes ciseaux! Si vous trouvez que Soul River est un excellent jeu avec plein de choses à y vivre, eh bien sachez qu'en vrai, il contient à peine un tiers de tout ce qui était prévu à la base. Raison pour laquelle on a une sensation de déséquilibre quand on cherche à explorer et à collectionner des pouvoirs qui au final font plus gadget qu'autre chose. On aurait dû avoir davantage de glyphes et de forges élémentales, certains boss et aspects du scénario ont été supprimés. Ah ça c'est moche. Oui et non. Parce qu'au final, après avoir finalisé le produit, l'équipe a bien reconnu que ce qu'ils ont supprimé, c'était surtout des éléments très redondants, que les coupes ont permis d'épargner aux joueurs. Et à mes yeux, c'est aussi un point qui fait de Soul River un meilleur open world que la plupart des mondes ouverts actuels. Ils se contentent pas de recycler les mêmes idées encore et encore pour rallonger artificiellement la durée de vie. Par exemple, j'aime beaucoup God of War 4, hein, mais sérieux, j'ai pas envie de me faire chier à parcourir toute la map pour retrouver les 50 corbeaux d'Odin.
Donc au final, le jeu est-il la pépite de perfection que j'avais adoré dans mon enfance? Ben oui et non. Le principal problème étant essentiellement la vieillesse du soft. Les premières 3D avec une caméra imparfaite et quelques soucis de maniabilité. Ouais, on va pas se mentir, pour les jeux de cette époque, c'était un peu des défauts obligatoires. On a aussi le cas de la profondeur de champ, qui est absolument misérable tant on ne voit rien à 10 mètres devant soi. Je veux bien admettre qu'après un millier d'années à se faire lentement dissoudre dans la flotte, Raziel est plus une vue très correcte, mais enfin quand même. On a aussi le problème que le jeu est pas très bien indiqué. Vous êtes vraiment balancé dans un monde très vaste, et on va vous donner quelques indices visuels, quelques indications orales, mais c'est pas un jeu casual où tout est indiqué. Vous n'aurez pas de map pour vous dire où se trouvent les collectibles et les glyphes par exemple. Faudra vraiment chercher par vous-même si vous voulez dégoter quelque chose. Même si, admettons-le, c'est pas extrêmement labyrinthique non plus. Et bah pour moi c'est une bonne chose en fait. Je vais pas prétendre être un joueur hardcore, mais franchement, les open world façon The Witcher 3 où c'est limite si on m'indique pas avec un gros néon tous les lieux que je dois explorer pour bien apprécier le jeu, bah ça me gave. Et l'idée qu'enfin on me laisse réfléchir un peu, trouver moi-même mes repères sur une map qui au final n'est pas si gigantesque que ça, ce qui limite les risques de se paumer, et bah ça fait du bien. Donc pour ce qui est de la note du gameplay, 18 sur 20. Ah je sais, la nostalgie parle probablement, mais je persiste à dire que le soft mérite parfaitement son statut de chef-d'œuvre. Et le pire, c'est que même si on se contentait d'en faire un remaster graphique, sans rien toucher au gameplay d'origine, eh ben il serait quand même largement supérieur à la majeure partie de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'open world. Bon, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire au sujet du gameplay de Soul Reaver. Il est maintenant temps de s'intéresser à son intrigue. Donc si vous n'avez pas peur de vous faire spoiler, le lien de l'analyse de l'univers est dans la description. Et pour les autres, je vous invite à me retrouver pour le prochain épisode, qui sera dédié à Blood Omen 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.